Bienvenue au Polysécure. Dans le cadre du Sécure, nous avons fait une série d'entrevues avec les conférenciers pour approfondir la nature de leur sujet. Celui-ci, je suis avec Xavier Saint-Gelais. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Alors, oui, je suis Xavier Saint-Gelais. Je suis conseiller en recherche, développement et analyse prospective à la Commission d'accès à l'information du Québec depuis 2019. Donc, on travaille, on fait de la veille prospective pour voir ce qui s'en vient. Je travaille dans les recherches pour les avis aux parlementaires, notamment, et je suis aussi impliqué dans la promotion. Très intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un bref résumé de la conférence que tu as donnée au Sécure? Ben oui, tout à fait. Donc, ça portait sur la biométrie et la protection des renseignements personnels. Plus spécifiquement, j'abordais les principes que les organisations, les entreprises privées et les organismes publics doivent respecter là, pour mettre en place des systèmes biométriques. Donc, il y a des lois qui encadrent spécifiquement les renseignements biométriques puisque ce sont des renseignements sensibles qui concernent l'identité des gens, qui sont intimes, qui sont très identificatoires. Donc, j'ai présenté une démarche, en fait, pour mettre en place des systèmes qui se servent de la biométrie dans le respect de la loi. Donc, j'ai parlé de la planification du projet. C'est une étape très importante. De regarder la législation, d'évaluer la nécessité. Et ensuite, j'ai parlé de la déclaration de la banque de caractéristiques et de mesures biométriques. C'est le nom qu'on donne à ce qui sous-tend les systèmes biométriques. Donc, cette déclaration-là doit être faite à la commission. J'ai présenté un peu le processus qui est méconnu. Et finalement, j'ai parlé de diverses obligations qui sont incluses dans les lois là, sur la protection des renseignements personnels. Donc, en matière de consentement, en matière de moyens alternatifs d'identification ou d'authentification, respect de la finalité, sécurité, destruction, ce genre de choses. Et puis, je vais donner quelques exemples concrets aussi là, récemment tranchés par la commission par rapport à la biométrie, puis un aperçu des outils que l'on offre là, pour aider à la conformité légale. Donc, ça ressemblait à ça. Très intéressant. Mais commençons. Qu'est-ce qu'un renseignement biométrique pour qu'on ait une définition commune et qu'on parle tous de la même chose et justement s'assurer que ce soit bien compris? Oui, ben en fait, la biométrie, c'est étymologiquement, ça veut dire la mesure du vivant. Donc, c'est des techniques d'analyse qui permettent d'utiliser des caractéristiques uniques du corps ou du comportement pour déterminer ou prouver l'identité. Donc, un renseignement biométrique, ça peut être une empreinte digitale, ça peut être un gabarit biométrique du visage. Donc, en termes de reconnaissance faciale, on parle de renseignements biométriques. Ça peut être la reconnaissance de la voix, de la démarche, de la forme de la main. Donc, c'est une multitude de choses là, qui relèvent du comportement, du morphologique ou alors même du biologique là, des personnes. Et ça revêt donc un caractère assez sensible. Donc, c'est ça. Puis la loi spécifique oblige les organisations à déclarer la conservation et l'utilisation de ces éléments-là, spécifiquement, où il y a des détails particuliers. En fait, la loi spécifique, je vais donner son nom, c'est la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Alors, cette loi-là ne concerne pas seulement la biométrie, sauf qu'il y a quand même 2 articles cruciaux qui concernent la déclaration, justement, et les obligations qui ont rapport au renseignement biométrique. Et pour ce qui est de la déclaration, mais il faut déclarer toute banque de caractéristiques ou de mesures biométriques, c'est le vocabulaire qui est utilisé dans la loi, à la Commission d'accès à l'information avant de la mettre en place. Donc, il ne s'agit pas nécessairement de déclarer l'utilisation tant que la création et la mise en service d'une banque de caractéristiques, mais on s'entend que c'est la collecte et l'utilisation, effectivement. Donc, ça doit être fait au préalable avant la mise en service. Et la commission peut examiner le dossier, poser des questions, vérifier que donc toutes les obligations sont respectées en matière de protection des renseignements personnels. Donc, est-ce que la commission peut contester l'utilisation, la constitution d'une telle banque de données biométriques? Oui, ben en fait, après la déclaration, ce qui se passe, c'est que la commission regarde là, en fait, il y a un formulaire de déclaration, donc on va regarder les informations dans le formulaire pour voir si ça semble respecter la législation, et puis on va aller creuser au besoin là pour vérifier le respect un peu plus précis de certains critères. Et oui, la commission a des pouvoirs d'ordonnance. Ils sont prévus dans la même loi, là, à l'article 45. Donc, on peut rendre des ordonnances de tout type sur une banque de caractéristiques et de mesures biométriques. On peut éventuellement la suspendre, on peut l'interdire s'il devait se poser des problèmes majeurs là, en termes de respect de la vie privée. Donc, on peut intervenir de différentes façons, là, effectivement. Est-ce qu'il y a une obligation de rafraîchir cette information-là une fois que la déclaration est faite, puis ça reste dans l'état dans lequel ça a été fait initialement?
Et bien, à ma connaissance, là, rien n'est prévu dans la loi par rapport à la mise à jour là, des informations, mais c'est évident qu'on encourage les entreprises à mettre à jour, à modifier leurs déclarations là, s'ils ont des changements dans leur dossier, puisque ça peut impacter le respect de la législation. Donc, c'est quelque chose qui doit être fait en continu. C'est une bonne pratique qu'on recommande, hein, de faire une analyse en temps réel et en continu du respect de la législation au gré des modifications apportées à un projet. J'imagine que cette liste-là est librement disponible sur le site web de la commission. La liste des déclarations, vous voulez dire? Oui. Ben, en fait, jusqu'à récemment, on avait effectivement un registre disponible en ligne qui est présentement en cours de mise à jour. Toutefois, dans l'intervalle, c'est tout à fait possible de nous écrire, donc en nous posant directement une question par rapport aux déclarations. Donc, on est en mesure de dire s'il y a eu déclaration ou non pour un cas particulier, là, si la question nous est posée. D'accord. Puis c'est un citoyen qui est préoccupé justement par la collecte de ces informations biométriques-là. J'imagine que vous pouvez aller jusqu'à faire une enquête s'il y a lieu entre ce qui est pas déclaré et la réalité qu'une entreprise exécute. Tout à fait. Les citoyens peuvent toujours déposer des plaintes lorsqu'ils sont préoccupés là, par un traitement de renseignements personnels ou c'est-à-dire quelque chose qui pourrait contrevenir à la loi. Et la commission, alors, elle examine les plaintes et si elle le juge nécessaire, elle va entamer une procédure d'inspection ou d'enquête, effectivement. Et c'est déjà arrivé dans des cas récents là, que des entreprises fassent l'objet de plaintes et qu'on se rende compte qu'ils n'avaient pas déclaré leur banque de caractéristiques ou de mesures biométriques. En fait, c'est une obligation qui est assez peu connue. Donc, on cherche à la faire connaître. Là. La loi date de 2001, mais malheureusement, encore trop peu d'organisations sont au courant qu'elles doivent nous déclarer leur banque. Donc, on travaille en ce sens un petit peu plus intensément depuis quelques mois, quelques années. Ouais, ben de toute façon, je pense que tout le monde l'a pas mal vu dans les médias. Il y a beaucoup de compagnies qui récupèrent des informations de cette nature-là sans savoir ce qu'ils font vraiment, puis des fois un peu dans l'ignorance de la loi. Et peut-être un peu aussi dans l'ignorance des conséquences que la collecte de ces informations-là peut avoir. Puis je pense qu'il y a un très bon exemple, lequel la commission s'est penchée comme Clearview AI, où justement la portée de l'invasion de biométrique est quand même assez majeure dans ce cas-là. Oui, ben on parle d'une entreprise qui a recueilli plusieurs milliards de photos par moissonnage de données, par web scraping, donc sur des médias sociaux, sur des sites internet divers et variés. Et effectivement, la commission a réalisé une enquête conjointe avec certains de ses homologues canadiens. Et puis, ça s'est conclu récemment en février. Donc, ce qui a été trouvé là, à travers les différentes législations, c'est que Clearview AI notamment a contrevenu aux lois en évitant de recueillir le consentement des gens. C'est très important quand on parle de biométrie, notamment dans la loi québécoise, que les gens puissent consentir à l'utilisation et soient très clairement informés de ce que ça implique. Et donc, dans ce cas-là, comme les images étaient recueillies sur Internet sans que les gens soient informés, ben, ils n'étaient pas en mesure de consentir. Puis par ailleurs, évidemment, là, cette banque-là n'a pas été déclarée à la commission, donc ça aussi, c'était en contravention à la loi. Puis ça permet quand même de faire de la reconnaissance faciale. Cet outil-là s'était proposé aux services policiers. Donc, il y a quand même des enjeux un peu plus larges là, en matière de surveillance, des enjeux de ce type-là qu'il faut regarder quand on a des modèles d'affaires comme ça là, qui se fondent au fait qu'ils se bâtissent très facilement là, à partir des données disponibles au public. Donc c'est un cas qui a fait discuter beaucoup et d'ailleurs il n'est pas conclu là. L'entreprise n'a pas énormément collaboré. En fait, elle n'a pas vraiment reconnu les conclusions de cette enquête. Elle considérait que les lois au Canada ne s'appliquaient pas à elle. Donc il y aura potentiellement des suites dans ce domaine-là. Ça sera intéressant à suivre. Tu mentionnais consentement. Comment le consentement doit être recueilli? Y a-t-il des prescriptions ou juste la notion de consentement éclairé est suffisant dans ce contexte-là? Oui, en fait, en matière de consentement en général pour les renseignements personnels, il y a déjà des choses qui sont prévues dans la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, il y a différentes dimensions. Vous en avez nommé. Donc, le consentement doit être libre, il doit être éclairé. Donc, les gens doivent bien comprendre la portée de leur consentement. Il doit aussi être spécifique. Donc, concerner vraiment une finalité précise et puis il doit être limité dans le temps, donc servir seulement pour une durée précise. Et en matière de biométrie plus particulièrement, ce qui est prévu dans la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, c'est que le consentement doit être exprès. Donc, ça veut dire qu'il doit être donné de façon manifeste et sans équivoque.
Et donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on recommande l'utilisation d'un formulaire écrit. On propose notamment un modèle de formulaire de consentement pour les organisations, pour la biométrie sur notre site web. Ça peut aider là, à s'assurer de couvrir tout ce qui doit être inclus pour bien informer les personnes avant d'obtenir le consentement. Mais le formulaire, c'est la meilleure façon. Et c'est justement plus manifeste en utilisant un formulaire qu'un simple case à cocher sur une page web. La loi 64 va avoir probablement des influences assez importantes, ou en tout cas significatives, ou est-ce que les lois connexes qui s'en viennent sur la portée de la biométrie? Oui, ben en fait, le projet de loi 64, tel qu'on a pu en prendre connaissance, parce qu'il est actuellement en train d'être amendé par les députés en études détaillées, mais il prévoyait notamment une obligation temporelle pour la déclaration. En ce moment, c'est mentionné dans la loi qu'on doit déclarer là, une banque biométrique à la commission au préalable. Mais maintenant, ça, c'est prévu là, que ce soit précisé pour être 60 jours avant. Il y a également d'autres dispositions un peu plus générales qui ont des impacts là, sur les projets de biométrie et l'utilisation des renseignements biométriques. Donc, on devra notamment réaliser ce qu'on appelle des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée dans beaucoup de situations. Donc, pour bien pondérer le respect de la législation et le respect de la vie privée des gens en amont, avant de commencer un projet. Il faudra aussi mieux protéger les renseignements sensibles et d'ailleurs les renseignements biométriques devraient être spécifiquement là, mentionnés comme sensibles dans la loi. Et il y aura aussi, bien sûr, on en a beaucoup parlé, là, des pénalités plus fortes et des sanctions administratives pécuniaires. Enfin, c'est ce qui est prévu jusqu'à maintenant. Donc, à ce moment-là, il y aura un peu plus de mordant là, dans cette loi-là et les entreprises pourront être sujettes à des sanctions un peu plus importantes que c'est le cas actuellement. Ben, ça nous rapproche un peu plus de ce qu'on constate en Europe avec le RGPD où justement il y a une capacité d'action et de sanction qui est apparente et peut être utilisée au besoin pour les compagnies non coopératives. Moi, ça fait le tour de mes questions. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais aborder que j'ai oublié de Peut-être juste en terminant, comme je le disais dans ma présentation, on a quand même beaucoup d'outils pour aider les entreprises et les organismes publics là, à s'y retrouver en matière de biométrie. Donc, on a un guide complet, on a un modèle de formulaire de consentement, j'en parlais, un guide aussi sur l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, j'invite simplement les gens à aller voir sur notre site web dans la section biométrie. Là, ces outils-là sont réunis puis ça facilite le respect des lois. Très intéressant, très utile. J'espère que le message va se rendre loin. Pour ceux qui écoutent le podcast et qui ont accès à la semaine numérique, la conférence va être disponible à partir du 21. Normalement, au moment où le podcast va être diffusé, il va déjà être de nouveau disponible aux participants qui ont ça pendant 60 jours, dans lequel vous pouvez revisionner la conférence pour peut-être approfondir certains sujets qui sont beaucoup mieux détaillés dans la conférence avec des exemples très concrets. Merci énormément. Merci beaucoup à vous.